Élu pour la première fois dans Bourassa en 1997, Michel Lanquin-Étier dispose d'une vaste expérience de travail auprès de la population, notamment comme directrice générale du Comité provincial des malades. En 2003, Michel Lanquin-Étier devient leader parlementaire du gouvernement. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Lanquin-Étier. Bonjour, M. Morin. Au début de votre carrière d'avocate, avant même de faire de politique, vous vous êtes mis en évidence avec plusieurs causes sociales. Est-ce que vous étiez attiré par ça? Oui, vous avez raison. Au début de la pratique, nous acceptions des mandats d'aide juridique et très souvent des dossiers qui demandaient beaucoup d'investissement en termes de temps. Vous savez, des dossiers qui demandent beaucoup d'écoute, beaucoup de support, des éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont extrêmement importants. Nous étions en demande. J'étais avec Paula Laviolette et on travaillait extrêmement fort et on était toutes les deux animés par les mêmes valeurs. Ce en quoi nous croyions et ce qui était important pour nous, c'était de faire la différence, de faire quelque chose qui constitue une différence pour cet individu qui venait nous voir, qui nous accordait sa confiance et qui nous demandait « Pouvez-vous m'aider ?» Vous avez aussi fait partie du comité d'études des plaintes à la police de Montréal. Et là, pour vraiment voir comment ça se passait, vous avez fait de patrouille. Effectivement, je pense que je l'ai demandé et ça a créé un précédent. Je suis un petit peu en dehors de la norme, hein, M. Morin. Il ne faut pas vous surprendre. Je suis à part, là, mais pas de façon, j'espère, négative. Et on nous demande de juger des dossiers. Et des fois, je trouvais ça extrêmement difficile parce qu'il n'y a rien comme de vivre la situation de quelqu'un pour bien comprendre. Parce que rendre une décision, ça va faire toute la différence dans la vie de quelqu'un, que ce soit le policier ou le citoyen, hein, un côté comme de l'autre. Alors, je leur avais demandé s'ils accepteraient de me faire du terrain. Et ils avaient été étonnés. C'était la première fois que la demande leur était adressée. Et j'ai fait de la patrouille. Et avec des policiers qui étaient absolument extraordinaires, qui avaient peur de rien. Et ils m'ont amené en pleine nuit sur la rue Saint-Laurent. On a vu des proxénètes, des personnes en état d'ébriété. Et vous savez, quand on est à l'extérieur, on voit la situation. Mais quand on est à l'intérieur, on l'apprécie sous un autre angle. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Et je m'en souviens encore. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris. Vous avez fait partie, après ça, du comité aviseur de la Régie de l'assurance maladie sur les grands utilisateurs des services de santé. Qu'est-ce que vous avez observé, là? Le mandat, M. Morin, c'était de voir s'il y avait de grands utilisateurs, de voir qui ils étaient, quelles étaient leurs habitudes de consommation et de voir s'il était possible de réorienter. Alors, est-ce qu'on avait affaire à beaucoup de surutilisateurs? Et il s'est avéré que non. Et deuxièmement, c'était des gens qui avaient l'habitude de magasiner, donc qui allaient à plus d'un endroit. Ils se présentaient à un centre hospitalier, probablement qu'ils n'avaient pas la réponse qu'ils pouvaient souhaiter. Alors, ils retournaient dans un autre centre hospitalier. Et notre préoccupation, c'était de réorienter cette consommation de services. Donc, de faire en sorte qu'ils vont s'adresser à un endroit, à un médecin, qu'ils fassent affaire avec une pharmacie. Et ça, vous l'aurez compris, c'était pour sauver des coûts et puis pour leur venir en aide à eux-mêmes aussi. En partant de la Régie de l'assurance maladie, vous êtes allé à la curatelle publique pour la protection des personnes inaptes.
Et là, quelles observations encore là vous avez faites? Alors, cette expérience-là, terrain, nous amenait à voir des personnes, comme vous le dites, qui étaient vulnérables, qui étaient en besoin de protection. Et notre souci, c'était de nous assurer que ces personnes-là puissent bénéficier du système ou du régime de protection qui était adapté à leur situation. La reddition de comptes posait problème aussi. Pour beaucoup de personnes, c'était difficile. Alors, encore là, on essayait de sensibiliser, qu'on se mette à la personne, à la place de la personne qui faisait la gestion, qui assumait cette lourde responsabilité. Est-ce qu'on est conscient de ce que ça demande? Est-ce qu'elle a tous les outils appropriés? Lorsqu'elle s'adresse au curateur, est-ce que la personne qui lui répond est en mesure de bien comprendre sa situation? Est-ce qu'on a l'écoute nécessaire pour lui offrir l'aide? Ce qui vous a mis davantage sous les projecteurs, ce sont vos 11 années à la direction du Comité provincial des malades. 11 belles années, 11 années où j'ai appris énormément. J'ai accepté parce que ça représentait une extraordinaire capacité d'apprendre. Et tant qu'il y a de la vie, il y a cette capacité d'apprendre. Et c'est une très belle expérience. Non seulement on avait un mandat, on était pro-malade, là, vraiment pro-malade. Donc, on n'était pas anti-rien, on était pro-malade. Nous étions interpellés par des directions d'établissement, des conseils d'administration, des familles, des personnes en besoin de services. Donc, puis vous savez, on l'a gagné à l'arracher, au terrain. On allait voir la réalité. On allait au creux, au centre du problème. On travaillait avec les directions d'établissement. C'était tout un défi de trouver une solution qui soit dans l'intérêt de tout le monde. Alors, ça a été extrêmement enrichissant et on travaillait avec des gens extrêmement handicapés, lourdement handicapés. Un an avant d'entrer en politique active, donc en 1996, le gouvernement Bouchard lance l'opération du déficit zéro. Et ça a eu des répercussions dans le secteur de la santé. Et là, vous êtes attaqué à ce qu'on a appelé la réforme Rochon. Le virage ambulatoire, si votre préoccupation, de la même façon, c'est d'améliorer la dispensation, l'accessibilité des soins, vous allez avoir des réponses adaptées parce que vous voulez faciliter l'accessibilité aux soins ou faciliter la qualité. Si votre objectif, c'est le déficit zéro, ah bien là, c'est différent. Votre objectif, c'est ça. Alors, vous allez couper. Et il n'y avait pas les conditions essentielles à la réalisation du succès du virage ambulatoire, et c'est dommage. On ne peut pas précipiter des citoyens dans le virage ambulatoire si on n'a pas l'assurance que le virage va réussir. Deux, M. Rochon m'avait dit à la télévision, je crois que c'était au Point, qu'il n'y aurait pas d'autre coupure que celle déjà annoncée. Et je crois quelques jours après, 7 jours, je crois, il y avait eu 100 millions de coupures qui s'étaient abattues sur Montréal et principalement dans les CLSC. Alors, quand vous voulez faire un virage ambulatoire, l'accès à la base, c'est le CLSC. Alors, comment voulez-vous que le CLSC soit en mesure de dispenser des soins à une quantité incroyable de personnes qui en ont besoin s'ils n'ont pas les ressources pour le faire? Est-ce que c'est cette cause-là qui vous a amené à vous lancer en politique? Nous, on était au cœur, le nous collectif du Conseil pour la protection des malades, on était au cœur des grands débats qui animaient le réseau de la santé. On avait un mandat absolument extraordinaire. On était pro-malade. Alors, on participait à tout ce qui était important. Et à un moment donné, au bout de 11 années au CPM, je me suis rendu compte que s'il y avait encore quelque chose à faire, et principalement la Charte des droits pour mettre les personnes à l'abri de menaces, je devais aller à l'Assemblée nationale parce que c'est là que ça se passait. Et c'est là que, oui. Comment M. Johnson vous a approché pour devenir candidate? Quand M. Johnson m'a demandé ça, je lui ai dit que je mettrais au service de l'équipe la prodigieuse expérience que j'avais acquise avec l'équipe du CPM. Et j'ai dit oui parce que ça représentait, encore une fois, un défi, de un, et de deux, une capacité d'apprendre. Mais là, il y a des étapes à franchir. Il y a l'investiture, il y a l'élection, et vous avez été, en quelque sorte,
imposé à l'Association libérale de Bourassa. Comment vous avez réussi à apaiser les susceptibilités? Le président était déjà parti, mais l'exécutif, vous avez raison, était démissionnaire. Ils avaient un candidat qu'ils souhaitaient. Malheureusement, ils ne l'avaient pas, donc ils ont démissionné en bloc. Nous, on trouvait ça regrettable, de nous, collectif, l'équipe libérale, cette équipe qui voulait construire quelque chose au meilleur avantage des citoyens d'Ambourassa. On s'est dit, on ne peut pas, en partant, se retrouver avec un exécutif qui va baisser les bras. On va aller les rencontrer. Dans un premier temps, on les a laissés nous expliquer ce qu'ils avaient vécu, comment ils avaient vécu ça, pour se mettre à leur place, bien comprendre. Et en deuxième partie, on leur a demandé si on pouvait leur dire ce qu'on souhaitait faire avec eux et pour eux. Est-ce qu'ils vous ont suivi? L'exécutif, oui, ils se sont ralliés. Il y a des gens, écoutez, qui ont toujours travaillé, même dans Crémazie, il y a des membres de cet exécutif-là qui sont restés avec nous, des personnes extrêmement généreuses, très impliquées, très présentes dans leur milieu. La composition de l'électorat d'Ambourassa, est-ce que c'était taillé sur mesure pour vous? Je pense, encore là, vous allez me trouver bien naïve, puis je ne veux pas vous faire une remarque de politicien, mais je ne pense pas qu'il y ait d'électorat taillé sur mesure. Il faut le gagner. Il faut mériter la confiance que les citoyens vont nous accorder. Vous avez raison. Maintenant, si vous me demandez si le bassin ou le profil socio-économique était plus... Parce que Crémazie, c'était différent. Peut-être. J'avais pratiqué à Montréal-Nord, j'ai fait mon stage à Montréal-Nord. Mon époux est de Montréal-Nord, ma belle-famille est de Montréal-Nord. C'était des gens qui étaient très présents dans le milieu, très connus. Ça ne nuit pas. Avez-vous pris des engagements pour gagner la confiance de vos électeurs? J'ai dit aux gens, moi, je ne vous ferai pas de promesses que je ne tiendrai pas. Je vais n'en faire qu'une. Alors, je dis, vous allez vous en souvenir, puis moi aussi. Je vous fais la promesse d'être présente, d'être accessible et de travailler pour vous, avec vous. Et c'est ce qui est arrivé. Aviez-vous des objectifs en arrivant à l'Assemblée nationale? Oh, mon Dieu. Moi, là, honnêtement, lorsque j'ai été assermentée et que j'ai prononcé ce serment, je me souviens, j'avais le frisson, puis là, je le dis, puis je me redonne le frisson. Je peux vous le montrer. Ça m'apparaissait extrêmement important. Et les attentes que je pouvais avoir, c'était de mériter cette confiance qu'on nous accordait. Au quotidien, de me rappeler ce privilège qu'on avait de représenter aux gens, représenter les gens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Si j'avais une attente, c'était ça, de respecter l'engagement que j'avais pris envers la population, de bien les représenter. Et là, vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez poursuivi vos critiques contre la réforme Rochon. C'était une autre tribune. Oui, et pourquoi? Parce que c'était important. Et parce que quand on est en haut, ici on dit que l'Assemblée nationale, c'est comme un aquarium. Donc les gens perdent de vue ce terrain, perdent de vue la réalité. Quand on coupe d'un coup 100 millions sur Montréal, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas d'impact. Quand on met des infirmières à la retraite qui sont au summum de leurs compétences, de leur efficience, de leur efficacité, et qu'on dit à des professionnels qui ont donné leur vie, bien là, prenez donc votre retraite. Ces femmes-là, moi, m'appelaient pour me dire à quel point elles étaient blessées qu'on leur ait demandé ça, parce qu'elles étaient au summum de toute leur capacité. Mettre des médecins à la retraite, vous savez, un médecin, ça ne sort pas d'un chou. Ça prend des années de formation et c'est extrêmement utile. Dans la chaîne des soins, toutes les personnes, que ce soit les auxiliaires, les préposés, les infirmières, les médecins, c'est un tout. Et tous ces gens-là travaillent pour donner des services. Alors, oui, j'ai continué parce que je voulais illustrer, encore une fois, la réalité. Quel est l'effet de ces décisions-là? Parce qu'une décision cause toujours un effet, mais il faut le voir. Et si on ne le voit pas, comment voulez-vous qu'on le corrige? Il m'importait que la qualité du travail, c'était plus important que l'image. Je n'ai jamais fait les choses
Moi, l'image, et ça, c'est un problème quand on est député parce qu'il faut qu'on se soucie de l'image. Il y en a qui soignaient leur publicité. Nous, on n'a jamais fait ça. Peut-être qu'on aurait dû le faire. Peut-être que ça aurait pu changer l'issue. Mais on n'a pas joué de rôle. On était... Là, je suis devant vous. J'étais telle que ça, devant les citoyens. Authentique. Oui, puis authentique, les citoyens disaient, vous êtes authentique. Avec vous, on sait à quoi s'attendre. Pour l'équipe qui m'entourait, qui partageait les mêmes valeurs, puis j'étais exigeante, intransigeante, parce que nous, ce qu'on voulait laisser derrière nous, c'était des valeurs. Qu'est-ce que vous aurez appris en côtoyant l'équipe? Et donc, le travail, le respect des citoyens, le souci du travail bien fait, ne pas botcher, documenter ses dossiers. Alors, en communication, probablement que j'étais moins habile. Puis, vous savez, je faisais pas d'humour, pas de calembour. Je n'étais pas vive, là. Peut-être que j'aurais dû être un petit peu plus vive. Alors, je m'étais mérité... Mais mes adversaires me respectaient parce que à la campagne électorale de 2003, j'ai croisé un président de l'association péquiste. Et je lui avais dit, qu'est-ce que vous dites, là? Il dit, vous êtes une adversaire redoutable. Et ça m'avait flatté. Pourquoi? Parce que c'est le travail. La qualité du travail. Puis nous, on avait le respect des citoyens et on se disait qu'on devait donner le maximum. Et on n'a jamais donné le minimum. Jamais. Vous visiez plusieurs cibles comme critique de l'opposition. Entre autres, vous avez parlé du virage ambulatoire, de la mise à la retraite de milliers d'infirmières. Il y avait aussi probablement d'autres dossiers qui faisaient partie de votre éventail de critiques. Oui, je me souviens, nous, en étant en contact avec la base, j'appelais les citoyens de mon comté pour leur souhaiter bonne fête. Et à ce moment-là, c'était des antennes, je leur demandais de me parler de leur santé, la santé de leur époux, qu'est-ce qui se passait dans leur vécu. Alors, moi, je prenais des notes ponctuellement et on s'aperçoit, on a comme un bilan santé. Alors, on pouvait, lorsqu'on rencontrait le directeur du CLSC, lui dire, il y a beaucoup, moi, je parle à beaucoup de personnes dans le comté qui sont non appareillées. C'est regrettable qu'une personne ne puisse pas bien entendre, ça la coupe, ça l'isole. Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui soient non appareillés? Est-ce que vous avez pu constater une amélioration des choses dans différents domaines de la santé? Oui, il y a des améliorations. Vous savez, le système de la santé, c'est énorme. Il y a certainement des... Moi, je crois qu'il y a toujours une solution. M. Charest m'avait demandé de faire la tournée des urgences, un certain nombre d'urgences, et de lui soumettre un rapport, ce que nous avons fait. Et dans ce rapport-là, on allait chercher des éléments du terrain qui avaient assuré Monsieur, on avait été à l'hôpital juif, et l'hôpital juif, tout était organisé en fonction de l'urgence. Ça paraît simple, mais c'était extrêmement efficace. Il y avait une équipe multi. Alors, quand vous arrivez à l'urgence, il y a une infirmière au tri qui vous demande pourquoi vous vous présentez. Si c'était une personne âgée qui n'était pas au bon endroit, à ce moment-là, il y avait une prise en charge par l'équipe multi. Alors, ça fait gagner du temps aux professionnels. La personne âgée est traitée avec respect. Elle est prise en charge tout de suite. Puis, en plus, elle va être orientée vers une ressource appropriée. Les laboratoires, tout fonctionnait pour que l'urgence puisse être efficace. Alors, oui, il y a eu des améliorations. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. Et peut-être à partir de petits exemples comme celui-là, qui peuvent faire la différence. Les listes d'attente, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Si votre enfant a une otite à Noël ou au jour de l'an, ou une fin de semaine, vous vous présentez au CLSC ou à la clinique et la porte est verrouillée, malheureusement, vous allez aller à l'hôpital. Alors, à la faveur des années, puis il y a eu des investissements qui ont été faits par le gouvernement libéral en santé pour venir corriger, alléger des états de fait, mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire. Il y aura toujours des choses à faire. Bien sûr, bien sûr. M. Johnson est allé vous chercher pour entrer en politique et quelques mois après votre entrée, M. Johnson a démissionné comme chef de parti. Qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, M. Morin, encore une fois, je suis à part, je m'attache aux gens. Je m'étais donc attachée à M. Johnson. Ça me fait de la peine. Je ne peux pas vous dire que le départ de M. Johnson
n'a pas fait. Ça m'a fait de la peine. Mais vous savez, j'appartiens à cette trempe d'individus qui vont respecter la décision. Il faut respecter, même si ça nous cause, évidemment, de la peine. J'ai trouvé ça regrettable. J'aimais beaucoup M. Johnson. Le peu de fois que j'ai eu à échanger avec lui, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. M. Charest lui a succédé. Est-ce que vous avez développé la même complicité avec lui? M. Johnson connaissait bien les membres de son équipe. Ils ont cet instinct incroyable. M. Charest, c'est absolument pareil. Il est arrivé, puis vous comprenez bien que sa réalité était bien différente. Hein? Il arrivait d'Ottawa, d'un parti conservateur. Oui. C'était pas un libéral de longue date. Puis c'est dommage qu'on ait dit ça parce qu'il avait fait le choix du Québec puis il s'est battu pour le Québec. Mais vous savez, l'image, hein, la perception en politique, c'est important. Et oui, très belle. M. Johnson m'a fait confiance, M. Charest me faisait confiance de la même façon. Les élections n'ont pas mis de temps à être déclenchées dans la même année 98. Est-ce que vous étiez confiante d'être réélue? Nous, M. Morin, on se lançait dans une campagne électorale avec la fougue et la conviction. On se lançait parce qu'on voulait gagner. On n'allait pas là-dedans parce qu'on voulait perdre. Au contraire, on aimait ce qu'on faisait. L'équipe et moi aimions ce que nous faisions. Alors, on voulait rester, hein, vous comprenez bien. Mais quant à savoir si c'est assuré, il n'y a jamais rien d'assuré. Hein. Puis, mais tous les détails étaient observés et bien peaufinés. On essayait, évidemment, il y a toujours quelque chose qui nous échappe, mais nous, là, quand on faisait du porte-à-porte avec un calepin et un crayon, on rencontrait des gens, et si à la faveur de la conversation, le citoyen nous disait qu'il y avait un problème ou nous posait une question, même si on était en campagne électorale, moi, j'en prenais note. Puis quand j'ai fait ma première campagne électorale, Marcel Parent était mon parrain. Michel Bissonnette était venu m'aider aussi pour me montrer là, comment est-ce qu'on fait en porte-à-porte. Des fois, il faut que tu dises, des fois, il ne faut pas que tu dises, jusqu'où tu vas. Puis Michel Bissonnette, de la même façon que M. Parent, écoutait beaucoup. Une grande expérience comme politicien, comme homme de terrain, puis surtout une grande générosité. Capacité, Michel Bissonnette, d'aider fabuleuse. Alors, il me disait, tu sais, écris ça. Là. Alors, moi, j'écrivais. Et puis, quand on arrivait au local, on revoyait les notes et on essayait d'envisager qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces citoyens-là. On les rappelait. Et puis, on leur disait, écoutez, vous nous avez soumis telle chose, on a une solution à vous proposer. Les gens n'en revenaient pas. Et c'était votre principale stratégie sur le porte-à-porte? Moi, j'ai beaucoup cru. Oui, je pense qu'il faut aller voir les électeurs droit dans les yeux. Il faut leur dire qui nous sommes, ce que nous sommes prêts à faire. De toute façon, les gens vont vous dire. Et les écouter? Oui. Les gens sont prêts à... ils veulent rencontrer... vous savez, il y a des citoyens qui disent qu'on voit les politiciens juste quand il y a une campagne électorale. C'est pas toujours exact. Et c'est pas vrai pour tous les politiciens. Nous, on faisait du porte-à-porte l'été et l'hiver. Puis les gens étaient bien surpris. Pourquoi? Parce qu'on voulait aller... Quand il y avait des débats qui étaient importants, on voulait aller tâter le pouls, voir comment les gens réagissaient. Lorsqu'on prend la parole au caucus, qu'on sache un petit peu... qu'on amène cette réalité. Après la réélection du gouvernement Bouchard, M. Charest, qui était votre chef, vous confiez encore le dossier de la santé dans le cabinet fantôme, comme on appelle. Mais là, devant vous, ce n'est plus M. Rochon, c'est Mme Marois et un petit peu M. Rémy Trudel. Est-ce que ça changeait votre approche? Peut-être que j'aurais dû changer mon approche. J'aurais peut-être eu plus de succès en commission parlementaire quand nous avions un projet de loi de 300 articles et plus. Probablement que je n'avais pas la façon de lui parler. Peut-être que je n'étais pas assez clair. C'était plus difficile? M. Rochon, lorsque nous avons fait le projet de loi 39, il avait accepté de le bonifier. Parce que, vous savez, M. Morin, moi, je me suis retrouvée, j'étais seule de mon côté. Et de l'autre côté, il y avait Mme Solange Charest, entre autres, et d'autres députés. Je pense qu'il était 6 ou 7. Quand vous voyez que vous êtes seul, vous ne pouvez pas penser que le projet de loi ne passera pas. Alors, en mon âme et conscience, mon éthique me dictait de travailler dans le meilleur intérêt des citoyens qui allaient vivre avec ce projet de loi-là. 39, c'était la garde en établissement. Et M. Rochon a accepté
Il y avait 39 articles, puis on en a bonifié. Je me suis fait reprocher d'avoir fait ça. Parce qu'en quelque sorte, mais le mérite, il n'y a pas, peut-être que dans l'ajout de politique, c'est important, mais nous, notre point de vue, mon point de vue, en éthique, le mérite devait aller aux personnes malades. Mais je me suis fait reprocher de l'avoir bonifié. Madame Marois, je me retrouve en commission parlementaire, c'est pas 39 articles, c'est 393. Je lui apporte des éléments constructifs. Peut-être que j'avais pas le tour je parlais peut-être trop vite, je répétais peut-être pas assez. Pas un seul amendement. Alors, vous savez, nous, en tout cas moi, il m'apparaissait que la première responsabilité que nous avons, c'est envers les citoyens. On est là pour améliorer la vie ou le sort des citoyens. Madame Marois, elle, cette joute-là politique est extrêmement importante. Et c'est bien dommage, parce que, écoutez, qui peut penser que sur 393 articles, vous n'aurez pas la possibilité d'en modifier quelques-uns? En logique pure, moi, je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? On le faisait avec beaucoup de conviction, puis malheureusement, la décision, ce n'est pas nous qui la prenions. Hein. Dans vos années dans l'opposition, vous avez évidemment beaucoup critiqué la longueur des listes d'attente et les débordements des salles d'urgence. C'est un phénomène qui revient régulièrement. Est-ce que c'est un problème récurrent et quasi insoluble, d'après vous? Est-ce que c'est un problème récurrent? Je pense que oui. On peut l'observer à certaines périodes de l'année. L'hiver, lorsqu'il y a des pointes là, pour le rhume. L'été, lorsque les infirmières ou des infirmières prennent des vacances. Est-ce que c'est insoluble? J'ose croire que non. Il y a toujours une solution. Encore une fois, c'est très complexe, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Les listes d'attente, il y a des progrès qui ont été faits à l'égard de certaines chirurgies pour les genoux, les hanches, la cataracte. Le gouvernement libéral avait priorisé la santé, avait priorisé des investissements, était conscient. Mais cela dit, cela étant, comme dirait Mme Marois, il y a encore de l'amélioration. C'est énorme, le réseau de la santé. Et ça prend la collaboration de tout le monde. Vous avez fait partie de la Commission des affaires sociales pendant au moins 2 ans et demi, critique en matière de santé. Avez-vous l'impression d'améliorer quelques projets de loi? Oui, on le travaille à l'arraché. Notre devoir, encore une fois, c'est d'arriver préparé. Puis vous savez, les citoyens, ce qu'ils voient, c'est la période de questions. Ça fait partie de la joute parlementaire, des gens qui s'interpellent d'un côté à l'autre, puis ils pourraient sauter par-dessus un banc, puis ça ne les surprendrait pas, parce que des fois, les débats sont très animés. Alors, c'est peut-être cette perception qu'ils ont. Ils ne voient pas les commissions parlementaires. Il y a des citoyens qui vont regarder ça parce que ça les intéresse profondément. Mais malheureusement, certains ne le voient pas. Et le travail qui se fait en commission parlementaire, moi, je pense à des collègues qui abordaient des commissions parlementaires, qui étaient prêts, puis qui avaient cette habileté au niveau politique aussi, pour eux arriver à avoir des bonifications. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est un travail très important pour l'étude des projets de loi en commission parlementaire. C'est là qu'on va vraiment à l'essence même des projets de loi. Oui, puis les gouvernements demandent à toute personne intéressée, association, de soumettre des mémoires. Ils travaillent fort pour faire des mémoires. Et ces mémoires-là, il faut en prendre connaissance. Il faut retenir ce qui est important. Et quand on a un interlocuteur qui est ouvert devant nous, on peut lui dire, écoutez, j'ai lu X nombre de mémoires. Dans X nombre de mémoires, les gens soulèvent toutes tel élément. Est-ce que vous pouvez accepter un amendement? Puis il vous dit, oui, écoutez, vous avez réussi. Merci, Mme Lanquin-Hitier. On se revoit la semaine prochaine. Merci infiniment, M. Morin. Merci beaucoup.